C'est un scandale incroyable. L'Allemagne dilapide sa prospérité. Et tout le monde trouve ça génial. Et si tu critiques cela, comme nous le faisons, alors tu es traité de droitier ou tu es attaqué d'une manière ou d'une autre, parce que nous vivons en Allemagne, dans un pays où la vérité ne peut plus être dite. C'est comme un tabou. Nous avons instauré des interdictions de penser et de parler autour de toutes les questions controversées, et celui qui enfreint ces interdictions est poursuivi. Négationniste du climat, complotiste du coronavirus, xénophobe, Dieu sait quoi encore. Mais derrière cela se cachent toujours des problèmes réels, et si l'on n'a plus le droit d'en parler, on ne peut pas les résoudre non plus. Voilà le problème de l'Allemagne. Nous sommes une société qui vit dans un monde imaginaire, incapable de percevoir la réalité. Monsieur Tichy, à une époque où tout devient bruyant et arbitraire, vous êtes le dernier rempart de l'homme pensant. Votre clarté rhétorique et votre capacité à mettre les choses en perspective sont devenues rares. J'ai toujours aimé vous écouter. Heureux que vous soyez là. Moi aussi, je suis content. Mais rempart, ça sonne étrange. Vous insinuez que je suis gros ? Monsieur Tichy, commençons tout de suite de manière provocante. Ursula von der Leyen se rend en Écosse, joue la grande négociatrice et se fait traiter par Trump comme un citron pressé et jeté. 15% de droits de douane pour l'Europe, 0 pour les États-Unis. Cette Union européenne a-t-elle encore quelque chose à dire ? Ou alors, c'est à ce moment que tous ont compris, nous sommes depuis longtemps la risée internationale. Ce qui est bien avec Donald Trump, c'est qu'il est tellement direct, il est sans détour. Il est l'empereur du monde. Il tient sa cour en Écosse. Peu importe où se trouve Donald Trump, il est le roi. En fait, il me rappelle les anciens empereurs allemands du Moyen-Âge qui parcouraient leur empire jusqu'aux soi-disant châteaux impériaux et y tenaient leur cour. Et la noblesse locale devait alors se présenter dans ces résidences, comme on les appelait, et approuver ce que le grand maître avait décidé. C'est exactement ce qu'il fait. Il fait venir les gens. Ce n'est plus une politique d'égal à égal. Il montre clairement qu'il tient les rênes. Et Ursula von der Leyen est en effet une risée. Parce que nous voyons maintenant qu'au bout du compte, il s'agit de pouvoir. Et une telle chose, l'Europe ne l'a plus. Et Ursula von der Leyen ne s'est pas seulement montrée pitoyable, elle a aussi conclu quelque chose. Donc, je ne lui confierai pas l'achat d'une voiture d'occasion pour moi, parce qu'elle est entrée avec 300 milliards de coûts pour l'Europe qu'elle voulait assumer et elle est sortie avec 750. Comment peut-on faire cela ? C'est incompréhensible. Cela va devenir vraiment difficile pour l'Allemagne en tant que plus grande puissance économique d'Europe. Parce qu'il paraît que nous devons acheter des quantités incroyables d'énergie qui vient des États-Unis, qui est plus polluante et coûte 6 à 8 fois plus cher qu'avant. Et nous sommes censés investir quelque part 600 milliards, 700 milliards aux États-Unis. Mais d'où viendraient-ils en fait ? Donc nous engraissons notre concurrence et nous trouvons encore que c'est une bonne idée. C'est incroyable, incroyable. Ah, vous venez de très bien le décrire. J'ai effectivement déjà lu vendredi qu'Ursula von der Leyen voulait augmenter certaines taxes de l'Union européenne. On évoquait 2 billions d'euros. Donc à la fin de la journée, c'est nous qui devons payer l'addition en Europe. Je crois qu'Ursula von der Leyen sait qu'elle a conclu pour l'Europe un accord désastreux, voire carrément dévastateur. Rien que le mot vient en fait de Donald Trump, c'est lui qui détermine déjà la langue dans laquelle nous pouvons parler. Mais cet accord est défavorable à l'Europe, en particulier à l'Allemagne, mais il est peut-être même avantageux pour Ursula von der Leyen. Car que veut-elle ? Elle souhaite centraliser davantage le pouvoir sur l'Europe, Bruxelles et la Commission européenne. Le pouvoir appartient à celui qui contrôle l'argent. Elle veut manifestement presser l'Europe comme un citron afin de représenter ensuite le grand pouvoir central de l'Europe qui nous impose des impôts, les collecte et les dirige quelque part. Tout cela est un jeu de pouvoir. Elle veut le pouvoir central en Europe à travers la Commission.
Et c'est peut-être le plus dévastateur que l'Europe, en tant que communauté d'États indépendants avec leurs propres intérêts et leurs propres particularités, devrait soudainement devenir un petit mini-empire où le grand pouvoir central siège à Bruxelles et presse le reste du pays. Exactement comme Rome l'a fait à son époque ou comme Moscou l'a fait en Union soviétique, avec tous ces États qui existaient autour du pouvoir central à Moscou. Donc c'est toujours la même chose. C'est la soif de pouvoir d'une bureaucratie à Bruxelles qui est maintenant imposée d'une certaine manière. Et soit nous nous y opposons, soit, je crois, il est déjà temps de remettre progressivement l'Union européenne en question. Est-ce que cela a encore du sens pour nous? Est-ce que cela nous aide encore? Pouvons-nous encore avancer avec cette chose-là? Donc, sur le plan de la politique étrangère, nous avons cédé et à l'intérieur, tout s'effrite au maximum. Nos systèmes sociaux s'érodent, la dette augmente, la société est fragmentée. Monsieur Tichy, quand viendra la grande explosion? Vous avez donné les chiffres, mais il faudrait peut-être les récapituler. Il y a 3 mois, Friedrich Merz a brisé le frein à l'endettement avec le Parti social-démocrate d'Allemagne et a mis en place un emprunt de 850 milliards. Et c'est un montant de dette qu'il nous a fallu 70 ans pour atteindre une somme comparable. 850 milliards, c'est une somme inimaginable. On ne peut même plus se représenter ce que cela signifie réellement. Mais l'essentiel, et nous devrions vraiment nous en souvenir, c'est que cela ne suffit pas. 850 milliards, un montant presque irréel, mais toujours insuffisant. D'après les calculs actuels, ils auront déjà besoin de 1000 milliards d'ici la fin de leur législature. Et ce ne sera toujours pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'on compte sur le fait que l'État dépense toujours plus d'argent, il le gaspille, le brûle, le détruit, le consomme et on demande aux gens de payer plus alors que l'économie s'effondre. Donc, un tel déséquilibre entre ce que l'État dépense et ce qu'il perçoit est tout simplement incroyable. Et cela a également été confirmé par l'économiste Veronica Grimm. L'Allemagne se retrouve maintenant vraiment dans de graves difficultés économiques parce qu'il y a un autre chiffre. Les intérêts doublent déjà, passant de 30 à 60 milliards qui doivent être couverts chaque année par le budget fédéral. En d'autres termes, bientôt, nous ne travaillerons plus que pour les grandes banques qui prêtent de l'argent à l'État et nous ponctionnent à travers les intérêts. Cela ne peut pas bien finir. Et nous n'avons même pas encore parlé des différentes branches de la sécurité sociale. L'assurance dépendance, la caisse de retraite en faillite, la caisse d'assurance maladie au bord du gouffre. Partout, ils augmentent. Les cotisations doivent sûrement augmenter parce que l'argent manque de tous les côtés. Mais ce qui manque, ce sont des réformes. Et tout cela ne serait même pas si difficile. On pourrait le faire, mais ils ne le font pas. Vous venez de mentionner l'assurance retraite. Cela m'a récemment coupé le souffle. J'ai en fait vu ce chiffre chez vous, je crois, sur LinkedIn ou sur X. 1000 milliards ont été détournés de leur but initial au cours des dernières décennies. Les retraités de ce pays pourraient vraiment mener une vie absolument géniale au pays de Cocagne. Aujourd'hui, la pauvreté des seniors ou la nécessité de compléter sa retraite est une réalité. Face à ce déséquilibre, de nombreux jeunes se demandent pourquoi continuer à se donner du mal pour l'État. Avez-vous un espoir pour ces personnes ou bien vous dites « faites vos valises et partez, l'État est fini ». Donc, si on regarde la perspective, l'État est fini. Nous avons une difficulté, nous avons un problème, nous avons un fardeau, c'est l'évolution démographique. Nous voulons tous vieillir, c'est agréable, et bien sûr, cela pose déjà un problème à la sécurité sociale, mais on peut gérer ce problème. Il faut agir sur une multitude de facteurs, ajuster de nombreux paramètres, et alors on pourrait réformer ce système de manière durable et pérenne, et tout le monde serait globalement satisfait. Mais si, bien sûr, on fait exactement le contraire de ce qu'on a fait au départ, en sachant pertinemment que c'est une erreur, alors on va droit dans le mur. Un exemple. Il y a 20 ans, nous avons relevé l'âge de la retraite dans un grand vacarme, mais c'était une décision courageuse, de 65 à 67 ans. Ce n'est pas non plus très dramatique. Cela a été introduit à un moment donné, en 1880 sous Bismarck, avec ses 65 ans.
À l'époque, il faut s'imaginer, la durée moyenne de perception de la retraite était de 3 mois. Donc, on cotisait, on partait à la retraite et après 3 mois, c'était terminé. Et aujourd'hui, nous avons des périodes de retraite de 20, 25, 30 ans. C'est bien, mais il faut évidemment trouver des solutions. Comment pouvons-nous continuer à vivre heureux et satisfaits malgré tout cela à un âge avancé ? Et c'est pourquoi on a introduit la retraite à 67 ans, mais ensuite, en fait, le Parti social-démocrate d'Allemagne l'a ramené à la retraite à 63 ans. Aujourd'hui, l'âge réel de départ à la retraite est de 63 ans et quelques mois. Cela veut dire qu'on a exactement inversé ce qui avait déjà été mis en place de la bonne manière. Et c'est l'un des points. Un deuxième point, c'est la migration. Bien sûr, on pourrait en Allemagne, et tout le monde s'en réjouirait, avoir besoin de main-d'œuvre, de travailleurs qualifiés qui, par leur travail, par le paiement de leurs impôts, par leurs cotisations, stabiliseraient l'ensemble du système. Mais justement, nous n'avons pas fait cela. Au contraire, nous faisons venir dans le pays des bénéficiaires de l'aide sociale, des bénéficiaires du revenu citoyen, et cela conduit alors à une augmentation de la charge. Et c'est exactement ce que le Parti social-démocrate d'Allemagne et les Verts font avec l'aide de la Union chrétienne démocrate d'Allemagne. Ceux qui travaillent sont mis à contribution et tous les autres sont allégés, y compris les députés du Bundestag avec leurs augmentations automatiques et régulières de leurs indemnités. En somme, travailler dans ce pays fait de vous le dindon de la farce. Et tant que ce sera comme ça, tant que celui qui travaille ici sera le dindon de la farce, les gens diront « D'accord, merci, mais sans moi, je ne suis pas idiot ». Et cela conduit d'abord à une baisse de la motivation à fournir des efforts. Nous payons maintenant 60% de charges sur nos revenus. On peut alors penser « je prends plus de temps libre, je travaille un peu au noir ou je fais autre chose, c'est plus agréable ». En tout cas, celui qui travaille est le dindon de la farce et c'est pourquoi les gens vont moins travailler et le problème va s'accélérer. Et maintenant, quand on exige que nous devions tous travailler plus longtemps, on peut seulement dire « d'accord, il y a du vrai là-dedans à cause de l'évolution démographique ». Mais nous avons en Allemagne 10 millions de chômeurs, nous avons 3,5 millions de personnes qui touchent le revenu citoyen alors qu'elles pourraient travailler. Nous avons 3,5 millions de chômeurs. Le reste, ce sont des millions de personnes parquées à l'Agence fédérale pour l'emploi dans des programmes de reconversion absurdes, uniquement pour ne pas apparaître dans les statistiques. Cela veut dire que nous avons 10 millions de chômeurs. Il faudrait les remettre au travail. Alors, nous aurions déjà résolu un problème et ensuite nous verrions la suite. Mais justement, ce chemin-là, nous ne le prenons pas. Nous ne dynamisons pas l'économie, au contraire, nous la freinons et ensuite nous constatons « Oh, l'argent ne suffit pas vraiment ». Nous recevons maintenant plus vite que prévu la facture de la politique verte de la décroissance, donc de l'empêchement de la croissance. On peut le faire. Nous pouvons tous décider que nous allons devenir plus pauvres. Et c'est exactement là où nous en sommes. Nous devenons plus pauvres. Et c'est le succès de la politique verte qui a ensuite été soutenu par les rouges et les noirs. Vous venez de l'esquisser parfaitement. Maintenant, j'ai ici 2 chiffres. 300 000 personnes émigrent chaque année, des personnes hautement qualifiées âgées de 25 à 55 ans. D'un autre côté, il y a environ 500 000 personnes, plus ou moins, qui immigrent dans les systèmes sociaux. Chiffres officiels de l'Office fédéral de la statistique, non issus de l'AfD ou de l'extrême droite. Selon vous, est-ce seulement de la naïveté politique ou croyez-vous vraiment qu'en 2029, la Union chrétienne démocrate d'Allemagne avec l'AfD pourra faire avancer la politique économique ? Tout d'abord, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai écrit un livre avec ma femme qui s'intitulait « Ce n'est pas de la publicité, il n'est plus disponible, on ne peut plus l'acheter ». L'Allemagne, dans le piège de l'âge, et comment s'en sortir de ce piège de l'âge. Et là, nous avons justement montré des pistes qu'il faudrait combiner pour stabiliser le système. Et déjà, à l'époque, nous avions décrit qu'il y avait d'une part une fuite des cerveaux, c'est-à-dire un départ de personnes performantes, motivées et prêtes à s'investir. Et il existe une compétition mondiale pour attirer les plus intelligents, performants et les meilleurs esprits qui font avancer les choses. Ce déséquilibre existe aussi en Allemagne.
Quelqu'un qui vient de l'étranger serait vraiment fou d'aller en Allemagne où la charge fiscale atteint 60%, où les prix de l'immobilier explosent, où, même avec un bon revenu, il est à peine possible d'assurer une vie décente pour sa famille. Donc ceux qui le peuvent s'en vont d'Allemagne. Et en Allemagne, il y en a suffisamment qui sont capables de faire quelque chose. Et ils disent « Adios, je me casse ». Toute la Suisse ne vit plus que grâce aux Allemands qui travaillent là-bas dans les cliniques ou dans la restauration. Et pas seulement comme médecins ou autres, il y a aussi beaucoup d'infirmières, beaucoup d'employés dans les établissements. Donc, il ne s'agit pas ici uniquement de perdre des Einstein. Il s'agit de personnes tout à fait ordinaires qui exercent des métiers tout à fait normaux, mais qui, à l'étranger, sont tout simplement mieux rémunérés. Et c'est ça le drame. Et en même temps, rappelons-le, nous avons 3,5 millions de personnes en âge de travailler qui vivent en Allemagne, qui vivent de l'allocation citoyenne, c'est-à-dire qui n'ont jamais travaillé un seul jour. Et si l'on regarde ces 3,5 millions, ou si l'on regarde au total les 5,4 millions de bénéficiaires de l'allocation citoyenne, nous avons essayé de faire le calcul. On constate alors que 80% sont des migrants. L'allocation citoyenne ne bénéficie pas aux citoyens, mais principalement aux étrangers. Ou bien une allocation pour non-citoyens qui est simplement détournée et qui n'est plus du tout contrôlée. Nous avons maintenant une histoire assez amusante, enfin amusante n'est pas le bon mot, il faut insister là-dessus. Même ceux qui sont criminels peuvent continuer à toucher l'allocation citoyenne. En effet, ils ne sont pas recensés. Cela veut dire que la police ne les trouve même pas. Et ils touchent tranquillement leur allocation citoyenne quelque part dans un appartement où ils ne sont pas déclarés, ou bien ils se font carrément virer l'argent à l'étranger, là où ils se sont déjà installés depuis longtemps. Ils sont recherchés, l'allocation citoyenne les trouve, mais la police ne les trouve pas. Et c'est un scandale incroyable. L'Allemagne dilapide sa richesse et tout le monde trouve ça génial. Si tu critiques cela comme nous, on te traite de droitier ou on t'attaque d'une façon ou d'une autre. Parce que nous vivons en Allemagne, dans un pays où la vérité ne peut plus être dite, c'est comme un tabou. Nous avons instauré des interdits de pensée et de parole autour de toutes les questions controversées. Et quiconque enfreint ces interdits est poursuivi, comme négationniste du climat, complotiste du coronavirus, xénophobe, etc. Mais derrière cela se cachent toujours des problèmes réels, et si l'on n'a plus le droit d'en parler, on ne peut pas non plus les résoudre. Voilà le problème de l'Allemagne. Nous sommes une société qui vit dans un monde imaginaire, incapable de percevoir la réalité, et c'est cela qui est effrayant. Ce ne sont pas les problèmes qui sont effrayants. Ce pays a résolu tant de problèmes, tout comme d'autres pays d'ailleurs. On pourrait aussi résoudre ces problèmes que nous avons, si on le voulait, mais si on n'a même pas le droit d'en parler, alors il n'y a pas de solution au problème, c'est comme ça pour chaque problème. J'ai l'impression que toute personne avec un quotient intellectuel supérieur à 120 est vue comme un ennemi de l'État ici. Toute critique est aussitôt délégitimée ou rabaissée. C'est exactement ce que vous venez de décrire. Il y a autre chose aussi qui m'a littéralement coupé le souffle. Avec le logiciel de croisement de données Palantir, nous parlons ici d'un logiciel qui doit rassembler les flux financiers, les profils de déplacement, les réseaux sociaux et la biométrie. Cela me rappelle un système chinois, un système de crédit social, mais d'une certaine manière fabriqué en Europe et en Allemagne, simplement emballé différemment. Mais pour moi, les méthodes derrière sont tout aussi perfides, simplement introduites d'une manière détournée. Avez-vous les mêmes inquiétudes si Palantir est bientôt utilisé à grande échelle en Allemagne ? Le problème, c'est que c'est toujours comme ça dans le socialisme et nous nous dirigeons vers un système socialiste. Ça ne marche pas, manifestement. Nous avons déjà évoqué certains points. Nous pourrions poursuivre la discussion, l'énergie et tout ce que tu veux. Donc, ça ne marche pas. Quelle est la prochaine étape ? La solution raisonnable est de régler les problèmes pour que cela refonctionne. Mais non, nous ne résolvons pas les problèmes. Nous nous débarrassons de ceux qui les critiquent, tout même qui les nomment. C'est pourquoi, quand on observe les systèmes socialistes, ils commencent toujours de façon assez tranquille et deviennent, de mois en mois et d'année en année, de plus en plus brutaux, criminels et meurtriers.
parce qu'ils doivent réprimer l'opposition, parce que les gens ne veulent pas participer, parce que les gens se révoltent. Au final, il y a toujours un goulag, puis une balle dans la nuque, précédée d'une surveillance totale. Et ce processus peut aussi être observé ici, dans la mesure où le gouvernement fait des bêtises. Ce ne sont pas les bêtises qui sont supprimées, mais les critiques qui sont poursuivies. Donc nous observons cela aussi chez nous. Nous sommes constamment dénoncés, insultés, poursuivis en justice, victimes de boycotts publicitaires et toutes sortes d'autres choses. Mais ce sont seulement nos fidèles lecteurs qui nous aident toujours à surmonter cela. Mais l'essentiel, c'est celui qui critique est l'ennemi de l'État, celui qui critique répand la haine et l'incitation, il ne fait que critiquer. Et la démocratie était justement si forte parce qu'elle était capable, grâce à la critique, de produire de meilleures solutions. Le problème, c'est que les socialistes centralisateurs ignorent même leurs propres erreurs. C'est la capacité de renouvellement de la démocratie qui l'a rendue si supérieure. Ce n'est pas que les solutions centralisées soient mauvaises en soi, mais lorsqu'elles dérapent, elles ne sont pas corrigées. Les solutions centralisées, qui étaient des erreurs, ont causé l'échec de la République démocratique allemande, du bloc de l'Est et de l'Union soviétique. Et il sera également difficile en Chine de résoudre les déséquilibres flagrants malgré tous les succès. Nous avons donc besoin de la contradiction. La contradiction n'est pas de la haine ni de l'incitation, mais la contradiction est productive. Nous devons discuter ensemble, mettre les sujets sur la table et débattre des solutions, car je ne prétends pas tout savoir. Je me laisse volontiers convaincre, mais le fait de ne pas se laisser convaincre, de simplement continuer comme avant, c'est justement ce qui détruit tant l'Allemagne. Je vais donner un exemple tout simple. Nous savons que la nuit, le soleil ne brille pas. Ça, nous le savons en principe. Mais nous continuons à installer encore plus de panneaux solaires qui ne produisent pas d'électricité la nuit, mais qui en produisent à midi, à un moment où personne n'en a besoin. Donc, c'est un déséquilibre tout simple. Donc, encore plus de panneaux solaires ne résolvent pas notre problème énergétique, mais l'aggravent. À midi, il faut souvent se débarrasser de l'électricité, parfois en la donnant ou en payant pour qu'elle disparaisse. En d'autres termes, nous ne tenons même plus compte des faits physiques et scientifiques les plus élémentaires, alors que parler de science et de technologie est déjà exagéré. Que le soleil ne brille pas la nuit, je le sais même sans avoir fait d'études de physique. C'est pareil avec l'euro numérique, Palantir et toute cette surveillance en cours d'installation. Cela semble être une action chorégraphiée de 150 pays. Allons-nous vraiment basculer vers une surveillance durable ces prochaines années sans pouvoir en sortir ? C'est effectivement ce que je crains. Et c'est pourquoi je demande à chacun, par exemple, d'utiliser de l'argent liquide. Je connais ce dicton, l'argent liquide, c'est la liberté frappée. Et tout ça, c'est vrai, mais c'est tellement usé. Mais c'est pourtant évident, avec un moyen de paiement électronique, peu importe lequel, je laisse des traces numériques. Où j'achète ce que j'achète, quelles sont mes préférences, pourquoi je dépense de l'argent. C'est une masse d'informations. Et cela n'intéresse pas seulement les États, qui disent toujours « oui, c'est à cause du travail au noir et du blanchiment d'argent ». C'est la plus petite partie de tout ce qui se passe, mais la plus grande, c'est que bien sûr, les grandes entreprises veulent aussi savoir qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que j'achète, quelles sont mes préférences. Des profils de déplacement sont créés, des profils de surveillance sont établis. Il y a des systèmes qui étudient notre cerveau sont créés pour nous inciter à acheter. Et puis l'État arrive et peut nous couper. Je veux dire, une fois que nous aurons cet euro numérique, il sera très facile de dire « Eh mon gars, ton truc là, je l'éteins ». Et ensuite, on est paralysé. On ne peut plus réserver de voyage, on ne peut plus rien réserver. Il suffit d'attendre devant la porte ouverte jusqu'à ce qu'on soit emmené menotté. C'est le plus simple. Autrement dit, nous nous dirigeons nous-mêmes vers cette zone d'absence de liberté. Et là, je ne peux que dire à chacun, si un restaurant ici, et malheureusement c'est souvent le cas maintenant, dans les jeunes établissements branchés, n'accepte plus que la carte, ça sonne tellement moderne,
Je suis tellement branché et numérique, ici on ne paie qu'avec une carte, c'est tout. Vous ouvrez ainsi la porte de la prison dont vous ne pourrez plus sortir. Vous venez de le décrire merveilleusement bien. En d'autres termes, les gens doivent prendre leurs responsabilités et ne pas rester figés par commodité, comme le lapin devant le serpent. Ils devraient essayer au quotidien de ne pas idéaliser l'argent liquide, mais de l'utiliser pour être moins traçable. Enfin, il ne faut pas craindre que l'État devienne un jour intrusif, car on est généralement plus actif dans la vie réelle. C'est exactement ça. Nous avons aussi le contrôle. Je crois que la liberté est quelque chose dont nous ne réalisons même pas à quel point nous avons la chance d'en profiter, mais ce n'est pas acquis. La liberté a toujours dû être conquise, elle a dû être reconquise sans cesse au fil des millénaires. Autrefois, c'était les églises, toujours les princes, toujours les dictateurs, et maintenant nous revivons cela. C'est la surveillance numérique. Alors il faut résister, comme les hérétiques l'ont toujours fait, comme les révolutionnaires sociaux l'ont toujours fait. Donc c'est une lutte constante pour la liberté, un combat pour la liberté et pour l'autodétermination. Si nous ne le faisons pas, d'accord, alors nous sommes des esclaves, mais nous sommes déjà sur cette voie. Et encore une fois, il n'y a pas d'esclaves riches. C'est exactement la différence. Donc ce n'est pas que cette surveillance et ce type de numérisation limitent notre liberté tout en augmentant notre prospérité, mais il en sera ainsi. Nous serons à la fois non libres et pauvres. La pauvreté et l'absence de liberté sont les deux faces d'une même médaille numérique. J'ai récemment reçu la vice-présidente du groupe parlementaire, Béatrice von Storch. Et là, je me suis laissé aller à dire que je souhaite 51% à l'AfD lors des prochaines élections au Bundestag. Et qu'ensuite, ils aillent droit dans le mur à toute vitesse. Je ne suis pas cynique, cela me va s'ils gouvernent 500 ans, tant que leur politique est raisonnable, pour que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas de Messie. Ce n'est ni Hawke, ni Weidel, ni la gauche, ni Merz, ni von Storch, ni personne d'autre. Mais que la véritable rédemption ne peut venir que de l'intérieur et jamais être imposée d'en haut. Car au moment où tu prends ta vie en main, où tu ne fais plus confiance aux révolutionnaires, où tu ne fais plus confiance aux politiquement corrects, alors quelque chose de vraiment beau se produit, car cela peut mener à une liberté intérieure et, idéalement, à une liberté financière. On devient moins manipulable et contrôlable, car tout ce qui se passe dehors ressemble à un spectacle chorégraphié impliquant tous les partis. Et alors, on peut décider soi-même si l'on veut ou non entrer dans ce prochain conflit. Ou si l'on ne préfère pas simplement jeter son téléphone dans un coin et passer du temps avec sa famille ou simplement aller dans la nature. Alors, je pense que le terme central qui précède la liberté, c'est la concurrence. La concurrence, c'est toujours la lutte, l'effort, le travail pour s'améliorer. Ni vous ni moi, aucun de nous n'a la solution toute prête. Nous ne sommes pas des surhommes et ainsi de suite. Nous avons tous des connaissances limitées d'une manière ou d'une autre, mais la concurrence montre où se trouve la bonne solution, donc il faut permettre la concurrence. En Allemagne, aujourd'hui, parler de concurrence, c'est presque comme évoquer la pédophilie. Donc, nous voulons exclure la concurrence, nous voulons l'éliminer. Et nous avons, comme on le voit, la concurrence à différents niveaux. Ce n'est pas seulement une concurrence économique. Le concept de concurrence ne doit pas être réduit à l'économie. Il existe aussi une concurrence politique. Le Parlement est justement là pour que des solutions alternatives soient discutées au Parlement dans un esprit de concurrence. Et ce n'est pas toujours confortable, une telle discussion de concurrence, donc une discussion sur la meilleure solution. Mais au moins, cela donne une chance à l'émergence de nouvelles idées, à l'apparition de nouvelles solutions. Mais la concurrence politique en Allemagne est limitée. Il ne s'agit plus que d'une lutte contre la droite et tous se réduisent à eux-mêmes pour lutter contre l'AfD. Au lieu de dire, bon, peut-être que c'est une solution qui est meilleure. Mais si l'AfD est pour, alors cette solution ne doit pas être adoptée. Cela veut dire que nous choisissons la moins bonne option, simplement parce que la meilleure est peut-être aussi soutenue par l'AfD. Je ne sais même pas si ça vient d'eux. Donc je suis assez neutre ici. Il s'agit ici d'un principe fondamental. Il s'agit du principe fondamental de la concurrence, de la lutte pour la meilleure solution.
Et si nous l'ignorons, alors nous aurons simplement de moins bonnes solutions. Si le Bundestag abandonnait cette ridicule ligne rouge et recommençait à débattre ouvertement, nous trouverions très rapidement des solutions que l'on peut organiser. Je vais donner l'exemple que j'ai mentionné. Sur 5 bénéficiaires du revenu citoyen, 4 ne sont pas allemands. On pourrait mettre fin à cela. On pourrait dire « D'accord, mon garçon, ça ne marche pas comme ça ». Ou alors « Il y a 100 solutions ou 100 idées ». Devons-nous vraiment installer des éoliennes là où il n'y a pas de vent ? En fait, disons-le franchement, c'est tout simplement l'idée la plus stupide. Mais peut-être que l'AfD dira « Super idée ». Pas d'éoliennes dans les zones à faible vent, s'il vous plaît. Ou dans des régions où l'on peut faire mieux, comme dans le tourisme ou autres, comme en Bavière, où l'on installe désormais des éoliennes partout sur les sommets. Plus personne n'ira là-bas. En d'autres termes, on pourrait faire tout cela, mais la Union chrétienne-démocrate d'Allemagne, le Parti social-démocrate d'Allemagne, les Verts et la gauche ne le feront de toute façon pas parce que cela pourrait profiter à l'AfD. Vous savez, je ne pense pas non plus que l'AfD est la solution en soi, mais on pourrait au moins en discuter. Et puis nous verrons bien. Et si l'AfD a de meilleures solutions, alors nous voterons pour l'AfD. Si elle devient paresseuse, corrompue et avide comme les autres, nous en chercherons un autre. C'est la concurrence politique. Il n'y a toujours que des solutions temporaires et la concurrence suppose qu'on cherche ensuite quelque chose de nouveau. C'était comme ça jusqu'à présent et ça doit redevenir ainsi. Maintenant, Monsieur Tichy, tout ce qui nous relie d'une manière ou d'une autre dans ce pays, que ce soit les rituels, les images familiales, la tradition ou le patriotisme, tout cela semble, d'une certaine manière, être peu à peu dissous. Avez-vous le sentiment que cette fragmentation est voulue politiquement, afin que les gens n'assument pas leurs propres responsabilités et errent ainsi dans ce monde sans fondement religieux, sans orientation ? Eh bien, c'est la politique du wokisme qui veut créer une sorte de bouillie universelle. Mais une bouillie universelle pour 9 milliards de personnes, ça ne fonctionne tout simplement pas. Au contraire, il faut des organisations plus petites, des unités plus petites qui peuvent mieux s'organiser entre elles. Il existe de vieilles études qui ont 30 ou 40 ans où l'on s'est demandé quelle est en fait la taille optimale d'un État. Et il en est ressorti à peu près ceci. Eh bien, ce sont des États d'environ 12 millions d'habitants. C'est à peu près la taille des Pays-Bas ou de la Bavière, par exemple, parce que de tels pays sont suffisamment grands pour être économiquement performants, mais assez petits pour être bien organisés. L'organisation, c'est tout simplement impossible. Ce qui est bon pour Hambourg n'est absolument pas bon pour Malte, ou ce qui fonctionne à Chypre est peut-être contre-productif en Écosse. En d'autres termes, il faut organiser des unités plus petites. On appelait cela la démocratie de base ou retour aux sources pendant un temps. C'est toujours pareil, peu importe la chose. Nous avons besoin d'unités fonctionnelles et les grands États unitaires échouent tous d'une certaine manière parce qu'ils sont trop uniformes. L'avantage des États-Unis d'Amérique, c'est qu'ils sont des États-Unis encore aujourd'hui. Et que les différents États fédérés ont relativement beaucoup plus de compétences que, par exemple, les Länder allemands. Le gouvernement central à Washington n'a essentiellement que la politique étrangère, la défense et ce genre de choses. Donc, en d'autres termes, ici aussi, on a besoin de la concurrence entre des unités plus petites. Et la plupart du temps, ce qu'on appelle ces unités plus petites, ce sont des nations. Et les nations ont aussi quelque chose, c'est qu'il y a un point commun. Je ne dis pas qu'une nation serait supérieure à une autre. C'est du nationalisme, mais au sein de la nation, il y a un point commun. Elle naît de l'histoire, de la religion, de la tradition. Et si on les dissout, on dissout les nations et on dissout aussi la capacité, de produire des solutions pertinentes au sein de ces communautés. Aux Pays-Bas, par exemple, puisque je viens de les mentionner, les Néerlandais ont toujours lutté contre les tempêtes et ont arraché d'immenses terres à la mer grâce au travail collectif. C'est ce qu'on appelait la soi-disant économie des polders. Et cela a marqué les Néerlandais. Ils ont un grand esprit communautaire. Ils sont soudés comme les doigts de la main.
Mais en Allemagne, c'est en partie différent. Et maintenant, on détruit cette cohésion. Et cette cohésion est justement marquée par la culture et l'histoire. Ce n'est pas toujours beau. L'Allemagne, par exemple, a aussi été soudée en partie par ces guerres terribles que ce pays a connues. Et cela a conduit à la discipline, au fait que les gens étaient prêts à poursuivre certains objectifs ensemble, à tirer sur la même corde. Et on détruit cela, c'est le wokisme rouge-vert. Ils combattent ce qui existe et ne mettent à la place que l'individu dans l'espoir de pouvoir ensuite le diriger et le contrôler. D'ailleurs, c'était pareil en Union soviétique, tout a été détruit. La religion, le sentiment d'appartenance, comme tout ce qui existait, a été détruit pour créer le nouvel homme soviétique. Et l'homme soviétique, bien sûr, n'était pas forcément très disposé à faire quoi que ce soit, il s'y est plutôt soustrait. Parce qu'au final, il y a même des principes fondamentaux, je crois, qui dominent toujours les êtres humains. Et quelques-uns de ces principes fondamentaux sont, par exemple, les gens veulent une famille et veulent faire quelque chose pour leur famille. Ils veulent garder une partie de ce qu'ils acquièrent, de ce qu'ils gagnent pour eux-mêmes et pour leur famille. Ils veulent avoir la liberté de décision. Et si on leur enlève cela, ils deviennent têtus. Et quand ils deviennent têtus, quelqu'un finit par aller au bureau d'enregistrement allemand et les dénonce auprès de l'Office fédéral de la police criminelle parce qu'ils seraient soi-disant des réactionnaires. Donc, nous devons à nouveau avoir une notion historique claire d'un peuple ou d'une nation. Une langue commune, en fait, généralement partie, pas toujours comme en Suisse, mais la plupart du temps, ce sont des choses aussi simples que cela. Religion commune, histoire commune, culture commune, langue commune, expérience commune, compréhension commune, action commune. Et cet esprit communautaire est consciemment détruit. Vous pensez qu'en 2029, l'AfD et la Union chrétienne démocrate d'Allemagne pourraient finir par s'allier? Je pense que nous allons encore vivre quelques petites aventures dans tout ce jeu. J'ai le sentiment que les partis traditionnels, tels que nous les connaissons, sont en train de s'effondrer en ce moment. Le Parti social-démocrate d'Allemagne n'a que 14 ou 15 %, c'est inimaginable et ridicule. Avant, il valait bien 40 %. Je veux dire, il faut s'imaginer ça. Ils ont simplement, et la chute continue. Il n'y a personne qui puisse m'expliquer pourquoi on devrait voter pour le Parti social-démocrate d'Allemagne. Donc, ce n'est plus qu'une idée folle. Chez les Verts, c'est un peu pareil. Ils sont aussi devenus un parti classique maintenant, mais on remarque bien que ce type de politique n'a que représentent les Verts, cette soumission absolue à la dictature climatique, cette soumission totale à ce wokisme qui nous impose sans cesse des règles, qui veut nous dicter ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous disons, ce que nous portons, ce que nous avons le droit de penser. Cette tutelle permanente, les gens en ont vraiment assez et surtout les jeunes, ils ne veulent plus se laisser bousculer par ces grands-mères contre l'extrême droite. Le Parti libéral-démocrate a pratiquement déjà disparu parce qu'il n'a pas tenu sa promesse de libéralisme, parce qu'il a rompu sa parole. Ensuite, la Union chrétienne-démocrate d'Allemagne sera aussi démantelée, je pense. On l'a déjà vu en Italie. Dans d'autres pays, les partis ne sont pas maintenus artificiellement en vie comme en Allemagne. Ce ne sont plus que des organisations d'État qui encaissent des milliards de nous, les contribuables, et se les répartissent entre elles. C'est du ciment d'argent public issu des impôts qui maintient encore les partis en vie. Mais en réalité, ils sont depuis longtemps épuisés intérieurement et plus personne n'y va. Voilà. Qu'est-ce qui vous motive, Monsieur Tichy? La peur ou l'espoir? Ah, la peur rend esclave. Je crois tout simplement, de façon inébranlable, qu'il existe des gens qui aspirent à la liberté, qui cherchent leur propre intérêt, qui aspirent à la prospérité et qui ont un sens de l'équité. Et l'équité inclut aussi la justice sociale. Je pense que ce sont des besoins humains tout à fait normaux. On veut organiser le meilleur pour sa famille, pour son entourage, pour sa ville, pour sa commune, et ainsi de suite. Je crois que c'est ainsi. Et je crois surtout à la concurrence. Je crois à la concurrence et elle reviendra. Car nous voyons bien en Allemagne que l'absence de concurrence mène à la stagnation, à l'affaiblissement. Ce que nous vivons dans l'économie et aussi dans l'État, c'est l'absence d'idées politiques, l'absence de concurrence comme lutte pour la meilleure solution.
Cela entraîne la stagnation en Allemagne. Nous ne faisons plus rien, nous courons vers l'abîme et nous nous applaudissons nous-mêmes, mais ensuite on tombe par-dessus le bord. Et je crois que nous en sommes très proches. Je pourrais parler avec vous pendant des heures. Monsieur Tichy, voici ma dernière question. Avec la connaissance et la sagesse que vous possédez aujourd'hui, que conseilleriez-vous à votre moi de 18 ans? Je dirais à mon moi de 18 ans, ne le crois pas, mais remets-le en question. Remets en question, pose des questions, sois critique, réfléchis, regarde un peu en arrière et sois modeste. Surtout à 18 ans, on pense parfois qu'on peut façonner le monde à son image. Je crois que l'humilité est extrêmement importante. Aucun de nous ne connaît la solution à l'énigme du monde. Nous ne pouvons pas la connaître car nous ne sommes pas Dieu. Il faut parfois regarder en arrière. Comme je le dis souvent, nous sommes des nains sur les épaules de géants. Quand on regarde en arrière, tout ce que nos ancêtres ont accompli, avec beaucoup moins de possibilités, beaucoup moins de science, beaucoup moins de technologie, beaucoup moins de capital, et quand on voit les incroyables réalisations qui ont été accomplies, on devient humble. On peut regarder différentes choses. On peut se placer devant une cathédrale gothique et se demander comment ont-ils fait ça sans grue automatique? C'est fou. Comment ont-ils réussi ça? Oui, ils l'ont fait. Même sans conception assistée par ordinateur ou comme on dit, ils ont réussi ça sans beaucoup de plans sur papier. Ils dessinaient les plans dans le sable parce qu'ils n'avaient pas assez de papier. Donc c'est possible, ça marche. Et je dois m'incliner devant les maîtres d'œuvre du passé. Je constate que près de 90% de l'architecture actuelle me fait dire « Oh mon Dieu !» C'est un vrai plaisir de parler ici avec vous. Merci beaucoup pour vos excellentes idées. Merci pour votre clarté et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite également tout le meilleur et beaucoup de succès dans la compétition